Nous sommes de retour pour vous partager un autre projet de transition innovant. Pour ce nouvel épisode, nous nous sommes rendus à Belleville-en-Beaujolais, à 50 km au nord de Lyon, campés sur les rives de la Saône. Nous y avons visité la station d'épuration raccordée à un réseau de chaleur un peu particulier. Bonjour, aujourd'hui on va vous faire visiter une station d'épuration qui a la particularité de récupérer la chaleur des eaux usées. Ici vous êtes sur la station d'épuration CITO, Centre intercommunal de traitement de l'eau, qui a été construite, qui est exploitée par le syndicat de traitement des eaux usées Saône-Beaujolais. Bon, c'est le millefeuille administratif français. C'est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale de 3 communes à la base, Belleville, Saint-Jean-d'Arrière et Taponat, une petite commune rurale à côté, qui se sont regroupées pour faire cette station. Donc il y a un comité d'élus qui est au pilotage de ça, qui est l'élu, on va dire en chef, on appelle le président, c'est Frédéric Ponchéry, qui est aussi maire de Belleville-en-Beaujolais. C'est une station qui fait 25 650 équivalents habitants. Je vous ai parlé d'une commune de 14 500, plus Taponat, on va dire il y a 16 000 personnes raccordées. Et je vous parle de 26 000, mais en fait c'est normal parce que les stations, on les construit toujours avec une réserve de disponibilité pour plusieurs raisons. Un, pour l'évolution de la ville dans les années, avec l'urbanisation, c'est un territoire qui est plutôt en progression de population. Et deux, pour les pointes, parce que les eaux usées, c'est pas lisse dans la journée. Il y a beaucoup le matin, le soir quand les gens rentrent de boulot, et donc il y a des moments où on doit traiter 1,7 fois ou 2 fois le débit moyen, d'où les réserves de charge. Donc là, ce site, c'était l'ancienne station. On a tout démoli et on a construit la nouvelle. Pourquoi ici? Parce qu'on est au point bas de tout le secteur qui est récolté. Sous vos pieds là, à peu près à 8 mètres, il arrive tous les réseaux du secteur. Et on va commencer le traitement, donc la station d'épuration. C'est d'abord les pré-traitements, le traitement biologique, et il se trouve qu'au-delà du traitement de l'eau, sur cette station, on a le traitement de l'air par rapport aux odeurs, vu qu'on est en pleine ville, et le traitement des boues, qui est la pollution qu'on retire des eaux. Donc, dégrillage grossier, dégrillage fin, dessablage, dégraissage, et l'eau aura fini ce qu'on appelle les pré-traitements et poursuivra ensuite le traitement biologique qu'on verra tout à l'heure. Le mélange des eaux pré-traitées et des boues au milieu, c'est la zone de contact, ou zone de mélange. La partie anaérobie et la partie aérobie, et c'est ce qui fait le traitement biologique des eaux usées. Là, ici, ce qui se passe, c'est tout simple. L'eau qui est là mélangée, on la met dans le clarificateur. Et les boues qui sont un peu plus lourdes, le floc décante. Et donc vous avez 2 mètres de hauteur de boue et 2 mètres de hauteur d'eau traitée qui vient, vous avez une goulotte tout le tour qui fait une cloison cycloïde. L'eau traitée bascule dans la goulotte périphérique et ça va être le sorti qu'on va aller voir. Et le rejet que vous voyez là, où il y a l'eau qui arrive, c'est les débits qu'on a vu tout à l'heure, c'est le retour du réseau de chaleur, le circuit primaire. Il part du fil, il va dans les chaufferies, avec le débit nécessaire pour l'échange de chaleur et la prise de calories des installations géothermiques. Et vous avez l'eau qui revient avec quelques degrés de moins. Nos élus, ce qu'ils veulent, c'est en faire un démonstrateur un peu de petites solutions concrètes pour l'environnement. Et ici, alors il n'y a pas grand-chose à voir, on pourrait croire, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est ça. C'est un stérilisateur par ultraviolet. On a un circuit d'eau industriel, donc on récupère l'eau traitée. L'eau traitée qui nous sert pour la chaleur, elle nous sert aussi pour plein d'actions de nettoyage, de pulvérisation dans la station. Il faut nettoyer les sols, il faut injecter de l'eau dans les bassins des fois en sprinkler, en douche. Et une station comme la nôtre, on consomme plus de 4000 m3 d'eau par mois. Pour la nettoyer, pour les process, pour nettoyer les centrifugeuses après qu'elles aient tourné, etc. 4000 m3 au-delà du prix. C'est aussi l'économie de l'eau, c'est énorme. Donc l'idée, c'est de réutiliser l'eau traitée de la station. Et pour la réutiliser sur certains aspects, quand vous êtes en contact avec du personnel, du nettoyage de sol, on ne peut pas utiliser de l'eau de rejet d'une station qui, même si elle a été dépolluée, elle reste chargée en micro-organismes, etc. Donc, on en prend un petit volume, c'est 12 m3, je crois. Ça nous suffit pour nos activités. Et
Il y a une filtration 500 microns, une filtration 300 microns, passage en UV et on sort avec une eau désinfectée qui nous permet de l'utiliser pour l'arrosage, etc. Dès le départ, je me suis servi de la station d'épuration comme un laboratoire d'idées pour le développement durable. Donc en tête, il fallait d'abord qu'il y ait une station exemplaire qui fasse bien son travail, mais j'ai saisi tout de suite l'opportunité de dire il faut qu'on aille dans une direction où on puisse en faire un outil qui soit exemplaire. Voilà. La station, elle est placée dans le périmètre d'une abbatiale du XIIe siècle, sur l'arrivée de l'autoroute dans Belleville et quasiment dans le centre urbain, puisque les premiers immeubles sont 30 mètres plus loin. Il fallait que l'intégration architecturale et paysagère soit réussie, zéro nuisance, ni olfactive, ni sonore. Et puis après, bien sûr, on y a donné toute la dimension environnementale. Et donc, on avait déjà choisi de chauffer la station en interne grâce aux calories récupérées sur les effluents. On a fait le premier bâtiment basse consommation sur le territoire aussi. Et c'est quand même pas fréquent sur un bâtiment industriel de faire un bâtiment BBC. On a fait un toit végétalisé. C'était très intéressant pour nous de savoir si on était capable de faire un établissement 100% en lumière naturelle. Et là, on voit que la station, à 90%, elle est toute en éclairage naturel. Moi, j'entendais toujours parler qu'il y avait environ 15 degrés dans les effluents. Et moi, je vous dis, je ne connaissais pas le milieu d'assainissement. Et 15 degrés, pour moi, ça faisait écho à la géothermie que font les particuliers autour de chez eux. Ça ne s'était jamais fait en France. Et donc, ce qui bloquait, c'était le montage financier. Mais le montage financier, ce n'est pas un élément bloquant, c'est un obstacle, mais on peut le franchir. Et c'est ce qu'on a fait avec le travail de Sylvain, qui est arrivé quasiment pendant cette période-là de construction. En fait, on a été chercher, on a pris le bâton de pèlerin, il a fallu convaincre les services de l'État de nous suivre dans une première en France, puisque c'était vraiment une première, il n'y avait pas d'exemple. Un des points qu'il fallait résoudre, c'est que notre réseau de chaleur, il fallait qu'on convainque le promoteur et les différents usagers derrière que tout le monde adhère à ce réseau de chaleur pour pouvoir l'amortir correctement. On ne pouvait pas, si la moitié des logements étaient sur un autre système, l'intérêt n'était pas le même. Donc on s'est attaché les services d'un cabinet de notaires et d'avocats pour signer un protocole d'accord pour que le promoteur immobilier, pour l'ensemble de son projet, adhère à notre réseau de chaleur pour 25 ans, pour garantir la rentabilité. Voilà, donc en fait ça montre qu'on peut y arriver, il faut juste bien cerner quels sont les obstacles, les franchir, et puis surtout il faut avoir le bâton de pèlerin pour convaincre les gens. Voilà. Le système, c'est de récupérer l'eau traitée. La température moyenne l'hiver du bassin du clarificateur, elle est à peu près de 12 degrés. Donc en fait à peu près la température de la nappe. Plutôt que d'aller faire de la géothermie, c'est-à-dire chercher dans la nappe, du coup nous on utilise une énergie fatale, puisqu'en fait cette énergie on va la rejeter dans le milieu naturel, dans la Saône. Du coup on prend les calories, et après il n'y a pas peu d'impact, parce que c'est vrai qu'on restitue de l'eau à 8 degrés, parce qu'on a piqué à peu près 4 degrés sur le flux, mais voilà, après ça n'a pas d'incidence sur le milieu naturel. Et donc après voilà, donc on va donc sur les chaufferies, vous voyez la tranchée, hop, on a passé, on a fait un fonçage, et donc après on distribue sur les chaufferies. Alors là on alimente tout le premier projet, c'est-à-dire là où on est venu, où il y avait les commerces, là, vous avez vu, après à côté là il y avait l'opticien, donc tous les étages, donc on a une partie habitation qui est à l'ouest, une partie tertiaire ici avec des magasins aussi en bas. Donc en haut il y a des kinés, il y a des bureaux de services, enfin voilà. Et puis donc une deuxième partie de logement aussi, d'habitation, là ici, là à l'est. Alors tout est calorifugé, parce que même si on est quand même enfermé, il y a quand même l'objectif d'économiser quand même au maximum, quoi. Voilà, c'est pour ça que tout est isolé. Donc ici on a l'eau qui arrive, qui passe par l'échangeur, un circuit primaire, circuit secondaire avec le liquide caloporteur. Le réservoir, donc ça on tient la température. Et donc après, en fait chaque pack, elle pilote sa production selon sa demande. Là il y en a 6. Voilà. Et donc après elles sont toutes pilotées via un automate. On voit toutes les demandes de tous les clients en fait. C'est reporté sur la supervision par rapport à la demande de chaque client. Ça nous permet de facturer ensuite
Ils suivent les évolutions. Le prix au mètre carré pour le chauffage et le chauffage sanitaire, c'est 20% moins cher que sur des énergies traditionnelles. Donc c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas de technologie particulièrement innovante, c'est plus l'idée de récupération des eaux, l'énergie fatale des effluents traités de la station qui est un peu originale, et son application qui est multiservice entre du logement, du commerce, du tertiaire et du logement social, avec cette cerise sur le gâteau, comme notre président dit, du rafraîchissement qui est un plus, et on voit, vu les années à venir, je pense que le chauffage on l'a tous, on ne pose même plus la question. Le rafraîchissement, je pense qu'on va tous le vouloir dans peu de temps. Et même il va devenir indispensable au confort estival des logements. D'où l'importance d'être en ENR, parce que pour 1 kWh fossile, on en produit 4. Donc l'intérêt il est là pour être basique. Oui, c'est sûr. Et la chance qu'on a, c'est d'être proche. Oui. C'est rare les stations en pleine ville, donc tout le monde n'est pas dans cette configuration. Parce que les investissements pour venir jusqu'ici en tuyau, et c'est rentable parce qu'on n'est pas très loin et qu'on a pu du coup économiquement lancer le projet qui a été aidé parce que innovant en France, etc. Et il n'y a pas que le critère économique qui nous intéresse en tant que collectivité. On ne peut pas parler de difficultés techniques, c'était plus des freins intellectuels parce que ça ne s'était pas fait, donc vous bousculez un peu les administrations, vous bousculez un peu les financeurs, il faut arriver à leur prouver que c'est intéressant, vous bousculez les idées reçues, mais en montrant les choses calmement et puis en étant tenace. Une volonté inébranlable. En fait, c'est aussi l'intérêt de ces projets un petit peu hors normes, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Autrement, c'est très facile de faire les choses vous-même. Là, on avait un budget, on aurait pu faire une station classique qui marche bien. Et ça n'a, on va dire, je ne veux pas être méchant, mais ça n'a pas d'intérêt. Il y a que quand on fait des projets, il faut les porter le plus loin possible. Parce qu'on sait que fatalement, l'exigence va se réduire pour des raisons économiques, des raisons techniques, des raisons humaines, parce qu'on n'a pas les moyens ou les équipes pour suivre. Et donc, en fait, il faut partir très très haut, et puis il faut essayer de faire des projets dont vous êtes fiers, quoi. Et puis il y a le beau projet de méthanisation territoriale qu'on est en train de conduire. Donc, on aurait pu choisir de traiter que les boues qu'on produit sur place. C'est une autre optique qu'on a pris. On veut créer une unité de méthanisation territoriale et donc on est en consultation, en analyse des offres en ce moment où on veut que dans un rayon de 30 à 50 km suivant les gisements, on traite tous les gisements organiques sur notre unité de méthanisation territoriale et qu'on injecte le biogaz directement dans le réseau de JRDF ou de GRT suivant les productions qu'on aura. Voilà, donc ça c'est un beau projet qui découlera là peut-être avant la fin de l'année sur une station GNV. Voilà. On a été largement subventionné. Après, on faisait un bilan la semaine dernière en comité syndical du syndicat. Finalement, bien sûr qu'il fallait qu'on soit subventionné parce que c'est ce qui a permis de déclencher aussi l'envie de mes collègues élus et puis de se dire bon, on ne prend pas trop de risques, on est largement financé. Mais on s'aperçoit maintenant avec le recul que finalement, on en parlait d'ailleurs avec un bureau d'études qui nous assiste au niveau financier, finalement ces subventions elles vont permettre d'amortir cet investissement de façon très courte, mais si on ne l'avait pas amorti, le système économique lui marche. Et finalement, si maintenant on devait le refaire sans les subventions, au lieu de l'amortir en 7 ans, on l'aurait amorti peut-être en 25 ans, enfin je dis 25 ou 22, voilà. Donc ça montre que le modèle technique et économique, il est viable. L'agence française, l'agence de l'eau, qui est l'organe de l'État, demande maintenant aux autres collectivités qui en ont la possibilité de faire la même chose, de récupérer cette énergie fatale. C'est quand même une belle satisfaction. Et donc on a fait visiter plusieurs fois notre site à des collectivités qui venaient voir comment on avait fait pour le faire la même chose chez eux. Moi j'ai des petits-enfants et je vois la planète dans l'état, malheureusement. Oui, c'est pas qu'un concept, les générations futures. Oui, c'est pas un concept, je veux dire, et d'ailleurs, enfin... faut sortir des concepts pour être dans le concret. Il faut pas parler, moi je suis un peu, je sais pas, un peu utopiste, mais on dit les générations futures, mais en fait c'est nous, maintenant, les grands-parents,
Parce que nos petits-enfants, ils sont perméables à toutes ces choses-là. Jean-Luc, il a raison, parce qu'en fait, c'est bien beau de dire oui, il faut penser aux générations futures. Oui, mais il faut le faire surtout. En fait, donc, ce qui manque, c'est les actes. Donc c'est maintenant, c'est pas se dire on prépare le futur, non, c'est maintenant qu'il faut agir. Ouais. Le rôle des stations d'épuration est central dans nos agglomérations, puisqu'elles permettent de préserver l'environnement tout en contrôlant la bonne qualité d'eau. Elles peuvent aussi être un gisement intéressant d'énergie en valorisant la chaleur des eaux traitées et en méthanisant les boues d'épuration. Belleville et la communauté de communes Saône-Beaujolais auquel elle appartient sont pleinement engagées dans la transition énergétique, grâce à l'intuition des élus et aux compétences de l'équipe technique. On l'aura compris lors de cet épisode, la transition énergétique ne se résume pas à résoudre l'équation du climat et de l'épuisement des ressources. Elle s'inscrit dans une transformation plus globale qui répond aux enjeux sociaux et de préservation de la biodiversité. Elle nous relie tous vers une société plus résiliente et plus durable.